Comment allez-vous les amis? Dites-moi tout, dites-moi si vous avez du son, dites-moi si vous avez aimé le générique, dites-moi plein de choses. Moi je vous salue déjà, toutes et tous, hein, je vais pas vous saluer nommément, vous êtes déjà 107. Merci pour le retour son. En tout cas, ça me fait grand plaisir de vous voir. C'est le dernier des 4 concepts de la chaîne. Hein, on inaugure, on essuie des plâtres et puis on va pas tarder à être rejoint par je vais pas tarder à être rejoint par Cellulo, juste quelques mots. La nuit. Le concept, c'est la nuit. Donc la nuit, ça veut dire qu'il y aura pas de politique, il y aura des sujets, il y aura des thèmes, il y aura éventuellement là, je vais vous proposer le film que j'ai mis qui est en contenu libre. C'est un film que vous pouvez aller voir un peu partout, Nos Solars, mais je vous le mettrai d'ici 2 heures à peu près. On le verra peut-être pas totalement, mais ça vous empêche pas d'aller le voir soit sur ma chaîne secondaire Ozymandias, soit sur n'importe quelle chaîne qui le diffuse, parce qu'il est en adéquation un petit peu avec le thème d'aujourd'hui. Donc la nuit, il y aura un thème, et puis on tentera des trucs. Ça peut être de la musique, ça peut être de la poésie, ça peut être une expo photo, ça peut être ce sera de la culture, ce sera autre chose que la politique, les morts, Israël, tout ça, tout ça. On oublie un petit peu. Et là aujourd'hui, donc on s'essaye, hein. Il n'y a pas de mal à essayer. Moi aujourd'hui, et vos critiques constructives, toutes, hein, même négatives, mais pas qu'elle est constructive, je les prends en commentaire. Et aujourd'hui, moi, comme thème, je vous propose la fin des temps. Et au lieu de partir dans tous les sens, je voulais, parce que je le cite beaucoup, parce que ces prophéties, on a l'impression qu'elles sont en train de se dérouler devant nos yeux, et parce que c'est un vrai voyant, c'est pas un charlatan. J'ai envie de vous parler d'Alois Erlmeyer, qu'on appelle le prophète de la fin des temps, qui est un prophète bavarois, si je dis pas de bêtises, et ensuite évoquer Marie-Julie Jahenny. Je pense que c'est les deux plus pertinents. Leur vision ne se recoupe pas forcément. Alors, je vais aussi vous mettre un diaporama. Enfin, un diaporama. Je me comprends. Alors, on va voir comment ça marche. Oh, ça a l'air de marcher, hein, comme ça. Après, attendez. Non, ça, c'est pas bon, ça. Le diaporama. Ah ouais, il faut faire comme ça. Excusez-moi, hein, on est entre nous, hein, après tout. Hein. C'est pas... je suis tellement bon en technique. Bon, c'est pas grave, on va mettre le diaporama parce que c'est ce qui compte avant tout. Donc, je disais, on va parler d'Alois Erlmeyer, et on va détailler ses visions. Et vous allez voir que ces visions sont troublantes. Merci Dutch, oui, j'avais évoqué Erlmeyer, mais là on a encore plus de recul. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que quelquefois, le thème, le thème de dimanche prochain, ça va être l'apocalypse. Si tu te rappelles, j'ai fait 3 vidéos sur l'apocalypse. Il se peut que je les diffuse à ce moment-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même avancé sur le chemin. On a pas mal débroussaillé. Donc, on a beaucoup plus de recul sur ces thèmes que j'ai abordés il y a quelques années. Mais aujourd'hui, j'ai plus d'éléments, je comprends mieux, c'est plus clair, ça se met plus facilement en place parce que, encore une fois, en fait, c'est quand ça commence à se produire que tu le sens. Donc, Erlmeyer, Marie-Jules Jahenny, c'est les plus pertinents. Je sais, il y en a 1 milliard d'autres, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est eux et ce qu'ils disent. Alors, Alois Erlmeyer, il est bavarois. Comment dire ça? 1894-1959. Je vais te le faire à la morse. Il y a une biographie en français. Il est né dans un petit village en Bavière. C'est un type pieux. Limite, c'est un type pieux et, attention, ça n'a pas de lien, les gens le décrivent comme gentil, limite simple. Pas simple et simple. Bon, il est puisatier, il creuse des puits. Et il a un pouvoir, c'est que dès qu'il s'approche d'une source d'eau, ses mains picotent. Alors ça, la tronche en biais, tous ses amis peuvent me raconter ce qu'ils veulent. Moi, j'ai vu des gens qui ont ce pouvoir, notamment dans ma famille. Voilà, il y a des picotements, tu trouves il te dit même le nombre de mètres où est l'eau. Bref. Il trouve des sources avec facilité. Depuis enfant, il ressent des picotements au doigt avec sa baguette de puisatier. Voilà, il travaille comme ça. C'est un type simple. Et c'est un type qui est connu aussi pour avoir des dons de clairvoyance. C'est pas lui qui arrive à la télé. Enfin, il n'y avait pas de télé à l'époque, mais c'est pas lui lui, il fait sa vie. C'est un bienheureux. Mais autour de lui, les gens voient qu'il a des dons de clairvoyance. C'est marrant aussi, ce côté médiumnique qu'on ne donne qu'à certains purs.
Parce que il est présenté comme tel, il est apprécié par son entourage, on le décrit comme bon, comme naïf, serviable. Sa réputation elle va se mettre à grandir pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à partir de là, il va commencer à avoir des disparus. Où ils sont? S'ils sont morts ou pas d'abord. Et éventuellement, quand ils sont morts, il peut dire à peu près où. Ça rassure les gens. Ils se trompent rarement. Qu'est-ce qu'il voit encore? Il prédit des impacts de bombes. Il se trompe très rarement. Mais il gagne pas d'argent, rien. Hein. C'est voilà, il annonce les trucs. Donc il a quand même une réputation qui n'est pas surfaite, qui est faite, qui est établie. Et il demande rien. C'est important de préciser ça. C'est pas un type qui a un site sur Internet et qui essaie de brasser des formations ou je ne sais quoi. Ou c'est une source d'espoir, ce type. Parce qu'il a rassuré plein de gens. Des gens qui voulaient savoir où était, je sais pas, leur mari, par exemple. Mort ou vivant, mais au moins on savait. Tu vois, ça permettait aussi beaucoup de choses. En 47, il est accusé d'exercice illégal de la voyance et sorcellerie. Il arrive devant le juge. Il n'a jamais vu la femme du juge. Il a décrit et il dit ce qu'elle est en train de faire au moment où le juge lui parle. Le juge vérifie après ce qu'elle faisait. Et, le juge est subjugué. Il est acquitté. Je précise que ces visions sont limpides et qu'il y a peu de place, finalement, quoique, à la symbolique. C'est des visions premier degré. C'est des visions, comme on dit, c'est des flashs. Tu vois quelque chose que tu décris avec tes mots. Un peu comme Jean, mais on verra ça la semaine prochaine avec l'Apocalypse, qui est tout aussi fascinant, si ce n'est plus. Alois Erlmeyer prédira sa mort. Et au moment de mourir, il dira quelque chose de terrible. Je suis heureux de partir maintenant, car je ne souhaite pas vivre ce que je vois. Salut Parabec. Alors on va aller voir un petit peu les visions les plus connues. On va étudier notamment sa grande vision de ce qui peut se passer d'ici à l'an prochain, d'ici à 2026, d'ici à. Et c'est une vision qu'on aura par le biais de 2 témoignages qu'on va essayer de faire recouper. Parce que il a donné plusieurs entretiens avec notamment Konrad Adelmayer. Il y a eu un livre, mais il a parlé à d'autres gens. Donc en fait, la prophétie, je vais parler de la prophétie parce qu'elles se connectent tous, c'est une chronologie, c'est quelque chose qui se suit sur un bref laps de temps. Cette prophétie, elle démarre par la prophétie du Shalom. Mais en fait, tout ce que je vais dire là est la prophétie et ce qu'il voit. Et il le voit à plusieurs reprises. Alors on démarre, et je reprends ces mots, son verbatim, enfin le verbatim, tous ne parlent que de pays. Alors attends. Non, tous ne parlent que de paix, pardon. Tous ne parlent, sinon ça ne voulait rien dire. Tous ne parlent que de paix. Shalom. C'est alors que ça arrive. Une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. De grandes flottes de guerre hostiles se font face en Méditerranée. Il n'a pas forcément dit des flottes navales, quoique. La situation est tendue, mais l'étincelle détonante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Je vois un grand tomber, un poignard sanglant près de lui. Puis, tout se passe coup sur coup. De puissants corps d'armée marchant sur Belgrade venant de l'Est et poussent vers l'Italie immédiatement après. 3 armées blindées s'enfoncent comme des coins au nord du Danube de manière foudroyante et traversent l'Allemagne en direction du Rhin sans avertissement. Tout se passe de manière inattendue. Que la population fuit affolée vers l'ouest. Beaucoup d'autos engorgent les routes. Si seulement elles étaient restées à la maison ou avaient pris de petites routes. Sur les autoroutes, les bouchons qui freinent la poussée des tanks sont balayés brutalement. Au-delà de Ratisbonne, je ne vois plus les ponts sur le Danube. Il ne reste plus rien du Grand Francfort. La vallée du Rhin est dévastée, surtout par les airs. Et en un instant, la vengeance vient par-delà la grande eau. Simultanément, le dragon jaune s'abat sur l'Alaska et le Canada. Pourtant, il ne va pas loin. 2 hommes assassinent un 3e haut placé.
Ils ont été payés pour cela. Le premier meurtrier est un petit homme noir. L'autre est un peu plus grand, avec les cheveux clairs. Je pense que cela se passe dans les Balkans, mais je ne peux pas le dire exactement. Le troisième meurtre a eu lieu. Puis c'est la guerre. La guerre commence au lever du soleil, puis tout se passe très vite. Je vois venir vers nous les trois armées à l'assaut, donc ces armées, puisqu'ils se répètent plusieurs fois. Je vois venir vers nous trois armées à l'assaut comme des coins. La chenille d'en bas, donc c'est des blindés, hein, vient de Bohême par la forêt. On a un autre témoignage qui vient compléter cette prophétie. Il s'agit du témoignage du père Norbert Lackmond, à qui Erlmeyer dira oralement, cette fois c'est plus Conrad Adelmeyer, l'ennemi ne passe pas le Danube. Alors, excusez-moi, l'ennemi ne passe pas le Danube, mais il bifurque vers le nord-ouest. La ville de Landau sur l'Isard souffre durement à cause d'une bombe qui l'atteint par erreur. Le deuxième coin d'assaut pousse directement vers l'ouest et à travers la Saxe, le troisième du nord-ouest vers le sud-ouest. Les Russes avancent jour et nuit. Leur objectif est la Roure, où se trouvent les hauts-fourneaux. Après, je vois la terre comme une boule sur laquelle des colombes blanches s'envolent devant moi en très grand nombre sortant du sable. Puis, il pleut une poussière jaune, en une ligne. La ville dorée de Prague est anéantie. Ça commence là. Ça se prolonge comme une bande jaune qui remonte jusqu'à la ville dans la baie. Quand il commence l'épandage, il fait nuit claire, les tanks continuent à avancer, mais ceux qui seront pris deviennent tout noirs. Dans cette zone, plus de vie, plus un arbre, plus un arbuste, plus une bête, plus une herbe vivante. Tout est fané et noir. Les maisons restent debout. Ce que c'est, je ne sais pas, et je ne peux pas le dire. C'est une longue bande jaune. Tout ce qui s'y trouve meurt. Personne ne peut franchir cette bande sans mourir. Ceux qui sont dedans ne peuvent pas en sortir et ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas y entrer. Alors les colonnes blindées russes sont brisées et doivent se replier en jetant tout leur chargement. Aucun d'entre eux ne reviendra. Et on a une troisième version, et vous allez voir les points communs, etc. On a une troisième version rapportée par Arthur Hübscher, où Erlmeyer lui aurait dit encore, cela va très vite, du Danube à la côte. Il parle de la mer du Nord, je pense, ou de la mer Baltique, hein, quand il parle de côte. Règne la désolation, 2 colonnes de réfugiés parviennent encore à passer le fleuve, la troisième disparaît encerclée par l'ennemi, alors apparaissent les colombes blanches, et une pluie jaune tombe du ciel d'un coup. C'est une longue bande qui va de la ville dorée, qui est Prague, jusqu'à une baie de la Grande Eau. Dans cette bande, tout est anéanti. Là où la bande s'arrête, il y a une ville. Elle est transformée en un tas de pierres. Le nom de cette ville, je ne peux pas le dire. Des essaims de pigeons sortent du sable. 2 hardes atteignent la zone des combats de l'ouest vers le sud-ouest. Les escadrilles virent au nord et coupent la route de la troisième armée russe. Le sol est couvert de chenilles, mais à l'intérieur de ces véhicules chenillés, tout est mort, même si les véhicules continuent d'avancer avant de s'arrêter d'eux-mêmes petit à petit. Même là, les pilotes continuent à larguer leurs petites caisses qui explosent avant de toucher le sol et répandent une fumée ou une poudre jaune ou verte. Ce qui en dessous est mort, que ce soit homme, animal ou plante. Pendant une année entière, aucun être vivant ne peut plus poser le pied sur ce territoire sans se mettre en danger de mort. L'assaut russe est battu définitivement sur le Rhin. Aucun soldat des 3 armées assaillantes ne rentrera chez lui. Il largue quelque chose sur le quartier général. Je vois une église sur une montagne. L'hôtel regarde vers le nord. La Bavière du sud-ouest sera protégée. Notre-Dame d'Altötting étend son manteau sur elle. De là, personne ne s'en va. Les gens de la ville vont à la campagne, vers les paysans, et prennent le bétail dans les écuries chez ceux qui ne sont pas paysans et n'ont pas assez de bras pour s'occuper des bêtes. Je vois 3 vis paraître. L'une au sud s'enfonce dans la boue. Une autre au nord s'enfonce dans l'eau, et la troisième est détruite aussi mais reste hors de l'eau. La ville avec la tour de fer, il parle de Paris, est détruite, incendiée par ses propres habitants. Dans le pays de la botte, donc l'Italie, une révolution éclate. Je crois que c'est une guerre de religion, parce qu'il tue beaucoup de religieux. Derrière le pape, je vois un couteau sanglant. Parmi ceux qui ne peuvent fuir, il en restera très peu. Le pape se passera d'eux et s'enfuira déguisé par la mer. Il reviendra peu après, une fois que l'ordre sera rétabli. Le pays alpin, donc la Suisse,
sera un peu impliqué par le nord et le sud, mais à l'est du pays, tout est calme. Les pays allant de la mer du Nord jusqu'en Belgique sont gravement mis en danger par l'eau. La mer est démontée. Les vagues sont hautes comme des maisons écumantes, comme si cela cuisait. Les îles près de la côte disparaissent et le climat se modifie. Une partie de l'Angleterre disparaît, engloutie, quand la chose tombe dans la mer lâchée par le pilote. Là, je répète, une partie de l'Angleterre disparaît, engloutie quand la chose tombe dans la mer lâchée par le pilote. Alors la mer se dresse comme une pièce solide avant de retomber. Je ne sais pas ce que c'est. Pendant la guerre ou à la fin, je vois un signe dans le ciel. Le crucifix avec les plaies. Et tous le verront. Je l'ai vu 3 fois. Cela se produira très certainement. Brusquement, les Russes doivent se retirer vers le nord à cause d'une catastrophe naturelle ou quelque chose de ce genre. La dernière bataille prend fin près de Cologne. Cologne, c'est dans la Ruhr, il me semble. C'est le début de la Ruhr. On me dit si je dis une bêtise. Au début de l'année 1959, Erlmeyer va prédire qu'un jour, pendant cette guerre où apparemment on fait usage du chimique, tout devient sombre. Alors éclate une grêle, comme des éclairs et le tonnerre et un tremblement de terre ébranle la terre. Alors ne sortez plus de la maison. Les lumières s'éteignent sauf celles des chandelles. Et là, il parle de sièges qui est des chandelles. Le courant électrique est coupé. Qui respire la poudre attrapera une crampe et meurt. Gardez les fenêtres fermées. Colmatez-les avec du papier noir. Toute l'eau courante est empoisonnée et tous les aliments qui ne sont pas dans des boîtes hermétiquement fermées, même les aliments en bocaux, ne peuvent être consommés. Ces emballages ne tiennent pas. Ne buvez pas de lait. Achetez quelques boîtes de conserve, de riz ou de légumineux. Le pain et la farine se conservent. L'humidité moisit comme la viande. Sauf si elle est dans une boîte de conserve en zinc. Je retranscris ces paroles, des fois je... Dehors, c'est la poussière mortelle. Il meurt beaucoup de gens. Les fleuves seront tellement à sec qu'on peut facilement les traverser. Le bétail périt. L'herbe jaunie et sèche. Les cadavres humains sont tout jaunes et noirs. Tout est passé après 3 jours. Le vent chasse les nuages de mort vers l'est. Mais je répète, ne sortez pas, ne regardez pas la fenêtre, laissez brûler les cierges consacrés et priez. Ces jours, il mourra plus de gens que dans les 2 guerres mondiales. En Russie, éclate une révolution et une guerre civile. Il y a tant de cadavres qu'on ne peut plus les évacuer des rues. La croix est à nouveau honorée. Le peuple russe croit à nouveau en Dieu. Les gros du parti se suicident et leurs longues fautes sont lavées dans le sang. Je rappelle que c'est les prophéties d'Erlmeyer si vous arrivez. Je vois une masse rouge mêlée à des visages jaunes. C'est un soulèvement général et un meurtre atroce. Puis ils chantent le chant de Pâques et brûlent des cierges devant des icônes de la Vierge Marie. Les ténèbres de 3 jours se rapprochent, je vois 3 chiffres 9. Je ne peux dire ce que ça signifie. Le 3e 9 apporte la paix. Ensuite, la croix sera à nouveau honorée. Quand tout est passé, plus de gens sont morts que dans les 2 guerres mondiales réunies. Alors ça sera la paix et un bon temps, les hommes craindront Dieu à nouveau, les lois qui mettent à mort les enfants seront invalidées. D'après ce coup de balai, il doit sûrement faire référence à l'avortement ou quelque chose comme ça. Je vois un vieillard maigre qui devient notre roi, les prairies refleurissant quand le pape reviendra de l'exil. Quand viendra l'automne, les gens se rassemblent en paix. Tout d'abord, il y a encore la famine, putain de vivre que chacun mange à sa faim. Les gens sans terre peuvent aller où il y avait le désert et chacun peut s'établir où il veut et avoir autant de terre qu'il pourra labourer. Les gens sont peu nombreux et l'épicier se tient devant la porte et dit « Achetez-moi quelque chose, sinon je suis foutu ». On plante de la vigne chez nous. Il vit en Bavière. Tellement le climat a changé. Et des fruits méridionaux poussent chez nous. Et il fait beaucoup plus chaud maintenant. Après la grande catastrophe, vient un long et heureux temps. Celui qui vivra alors vivra bien et ne pourra que s'en trouver heureux. Après la victoire, un empereur est couronné par le pape. Combien de temps cela durera? Cela dure? Je vois 3 lignes. Je ne sais pas si ce sont 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Quand tout est passé, une grande partie de la population n'est plus là. Les disparus sont plus nombreux que ceux de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Ils se répètent. Après ces événements vient une longue et heureuse époque. Celui qui la vivra s'en portera bien. Voilà l'essentiel des prophéties. Il y a beaucoup de choses, et puis il y a une structuration, et puis il y a des choses qui sont intéressantes. Et puis, alors Cellulose, si t'es là, je te laisse te manifester, puisque
on va un petit peu discuter, hein, on va revenir sur ces prédictions. Donc, il y a plusieurs témoignages d'un même événement qui répète à plusieurs fois, il le voit plusieurs fois, donc il y a des choses qui changent. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il faudrait parler. C'est des visions claires et précises. Ça ressemble quand même au niveau de structure à l'Apocalypse. C'est vrai. C'est flippant. Et il y a des choses pas claires, mais on a quand même des marqueurs, on a des choses sur lesquelles travailler. Le live chronique de Babylone, je le monte ce soir en temps fort et je vous mets 1 heure ce soir en temps fort sur la chaîne. C'est que j'ai pas eu le temps parce que je suis en train de travailler une vidéo là sur les missiles russes et ça prend beaucoup de temps. Mais ce soir, promis, vous l'aurez ce soir ou à l'aube, vous aurez les deux. T'es là? Salut Cellulose. Alors, le lien est réservé uniquement à Cellulose qui est invité à participer à ce spécial Erlmeyer, puis on parlera de Marie-Jules Géani. Donc moi, j'aimerais juste revenir sur quelque chose. C'est que dès le début, prophétie du shalom. Tous ne parlent que de paix. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Qu'est-ce qui propose un plan de paix? Où, quand, quoi, comment? Ça s'est enflammé d'un coup il y a 12 mois. On est dans le 12e mois de guerre. Hein. Je croyais que Netanyahou allait tout raser. Il réussi à rien. On en parlera dans l'édito de demain. Hein. Tous ne parlent que de paix. C'est alors que ça arrive. Une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. C'est celle-là. De grandes flottes de guerre hostiles, parce qu'il y a des flottes de guerre. Il y a des flottes de guerre en Méditerranée. Il y a des flottes de guerre en mer Rouge. Il y a l'OTAN, mais il y a aussi les Russes en Syrie. La situation est tendue. Mais l'étincelle détonnante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Et c'est là où c'est surprenant, effectivement. Et c'est là où on pourrait mégoter, dans la mesure où nous, on voit le truc arriver suite à l'Ukraine. Là, il parle des Balkans. Et après, il va... Oh putain, je te l'ai pas envoyé le truc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Excuse-moi, je pensais avoir envoyé le lien, mais mon ordi est tellement rapide que... Voilà, pardon. Alors, je disais. Ensuite, il parle de 1 ou 3 meurtres. On ne sait pas. Apparemment, c'est un Russe, un Américain qui meurt, et un troisième, on ne sait pas si c'est le premier, on ne comprend pas. Alors là, je fais de l'explication littérale. Hein. On revient sur le truc, parce que moi, je l'ai bossé, mais vous, voilà. Avec ma mauvaise articulation de tout à l'heure, vous avez que des éléments, donc je reviens sur les éléments. Je vois un grand tomber, un grand de ce monde, un dirigeant. Faut se mettre à la place de Erlmeyer, bavarois, puisatier. On est en 1945, 48, 49, 50, hein, grand max 59 parce qu'après il est mort. Puis tout se passe coup sur coup. Il y a quelque chose qui produit un truc et tout de suite il y a une entrée en guerre. Le déclic, c'est un meurtre, le meurtre d'un grand. Dans les Balkans. Et si on n'a pas compris que c'est dans les Balkans, ben, il le dit encore, de puissants corps d'armée marchent sur Belgrade venant de l'Est. Donc c'est pas Chicago à l'Est. Vous irez voir dans une carte. Et poussent vers l'Italie immédiatement après. 3 armées blindées s'enfoncent comme des coins au nord. Donc des puissants corps d'armée marchent sur Belgrade venant de l'Est. Donc tu vois à peu près, hein, c'est le bas de l'Europe, une grosse poussée. Ça va vite quand même pour aller en Italie en très peu de temps. Et il y a aussi 3 armées blindées qui s'enfoncent comme des coins, donc ils doivent passer, je pense, par la table russo-polonaise, par la Biélorussie, la Pologne, s'enfoncent comme des coins au nord du Danube, de manière foudroyante et traversent l'Allemagne en direction du Rhin qu'ils atteindront et ils iront pas plus loin, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Enfin, ils vont loin quand même, les Russes, là. S'ils pouvaient aller aussi loin en Ukraine en ce moment. Tout se passe de manière inattendue que la population, donc elle s'enfuit. Donc on voit un exode, je pense exode des populations à l'est qui voient passer les Russes, eux s'enfuient aussi. Ça rappelle l'exode français où tu avais à la fois des civils et des militaires. D'ailleurs, l'exode des civils gênait les militaires. Donc on a quelque chose d'intéressant. On a un marqueur temporel, un conflit au Proche-Orient qui se déclare subitement comme le 7 octobre 2023. Je mets, les gars, j'ai un gabarit, un modèle, je le mets à chaque fois et puis je regarde si ça marche. Hein. Après on voit, encore une fois. Mais bon, on a ces tensions. Après, il y a les Balkans, j'ai du mal à comprendre. On poursuit un petit peu.
Au-dessus de Ratisbonne, je ne vois plus les ponts sur le Danube, il reste plus rien du Grand Francfort. La vallée du Rhin est dévastée, surtout par les airs. Et à plusieurs reprises, il va parler de pilotes qui lâchent des trucs dans les airs, c'est de la poudre jaune, c'est de la poudre verte. Alors en tant que ancien militaire, je vous le dis tout de suite, c'est du chimique, ça. Sauf qu'à son époque, tout ça, ça n'existait pas. Les petites caisses qui explosent avant de tomber. À son époque, c'était des bombes à gravité qui tombaient, boum, ça explosait. Il y a des trucs qu'il voit qui n'existaient pas à l'époque. Ça aussi, c'est intriguant. Mais il parle de guerre chimique. Et des deux côtés, ce sera utilisé, puisque apparemment, l'OTAN les utilisera pour freiner les Russes, qui seront dans leurs chars et qui seront tout noirs et jaunes. Mais donc, on a parlé d'un grand qui tombe dans les Balkans, mais il n'y en a pas qu'un, puisque ensuite il va parler de deux hommes qui assassinent un troisième haut placé. Ils ont été payés pour ça. Le premier meurtrier est un petit homme noir, l'autre est un peu plus grand, avec les cheveux clairs. Est-ce qu'on parle du premier meurtre dans les Balkans ou est-ce qu'on parle d'un deuxième meurtre? Certains te disent que non, cette fois ce sera un Américain qui tombera. Et là, moi, j'ai du mal. Mais il dit juste après, je pense que cela se passera dans les Balkans, mais je ne peux pas le dire exactement. Donc finalement, il parle du premier. Vous allez dire, ouais, t'es con, t'as juste à poursuivre et il t'explique qu'il parle encore du premier parce qu'il évoque encore les Balkans. Ben alors pourquoi après il dit le troisième meurtre a eu lieu puis c'est la guerre? Voilà pourquoi on peut voir trois meurtres et non pas un déclencheur. Et là, il y a un mystère quand même. Et là, on n'y est pas, je suis désolé, il y a personne de grand qui est mort. On a des présidents morts, c'est vrai, on vit une époque extraordinaire, mais la guerre commence au lever du soleil, tout se passe très vite. On l'a compris, et puis il va revenir. Donc cette fois, mais il va évoquer. Alors cette fois, il parle pas des armées qui vont en Italie, c'est ça, parce qu'il a des visions. C'est pas lui qui choisit. Il voit des bouts de ce qui se passe. Donc les autres sont en train d'œuvrer. Il voit des morceaux de ce qui se passe. Il voit pas l'intégralité. Il nous reparle encore de ces trois armées à l'assaut comme des coins. La chenille. Alors attendez, il faut que je vous mette une carte parce que ça c'est important. Je vous demande un instant, je vais arrêter l'écran, voilà, ok. On va aller chercher une carte pour comprendre là. Ces trois coins, ces machins, pourquoi j'ouvre ça, je suis complètement con. Quoi que ça, vous le saviez. Carte Europe, voilà. À la limite, j'ai envie de te dire, même carte Europe, ouais, on va faire comme ça. Un petit instant. Putain. Ah, c'est pas les cartes que je veux, ça. C'est ça. Je vous demande un instant. Non, je ne veux pas l'enregistrer. Je suis ouvrez dans un nouvel onglet. Voilà, là ça va le faire. Non, mais qu'on ait le truc, quoi. Alors le Danube. Le Danube. Il est où le Danube? Carte Europe, Danube. Parce que là, je veux pas dire de bêtises. Ok. J'ai l'impression qu'il monte le Rhin, moi. Le Danube, c'est ça. L'axe Rhin-Danube. Ouais, mais je m'en tape, je veux le Danube. Il est où le Danube? Putain, mais pourquoi vous compliquez, les gars? Bon, on va faire avec celle-là, tiens. Voilà. On a le Danube là. Non, c'est pas bon. J'aime pas cette carte. Non, non, il faut qu'on soit précis pour que je comprenne les mouvements. Tu vois, tu demandes un truc simple, il te fait un Rhin-Danube. Sauf que je m'en tape du Rhin. J'ai mis carte Europe-Danube. Bon, alors attends. On va y arriver, les gars. Est-ce que c'est ça le Danube? Désolé, la géographie, comment dire ça? Pas censé tout savoir. Vous me dites si je dis une connerie, hein, parce que moi j'ai pas l'impression que le Danube il part de là et il finirait en Roumanie, c'est ça? Ok, bon, si vous voulez. Dites-moi si je dis une bêtise, si c'est pas le Danube, voilà. Mais juste un truc, voilà. Donc il te dit, il voit trois armées à l'assaut comme des coins. Alors moi je vais regarder, ok. Ça vient de l'est, ok. Il passe jamais le Danube. Alors une fois il passe jamais le Danube, une fois il passe le Danube. Si le Danube c'est la ligne bleue, quid de ceux qui sont allés en Italie et qui sont d'abord passés par Belgrade. Belgrade qui est ici, on le situe. Belgrade et l'Italie est là.
On essaye de bricoler un peu. Donc, il va parler, ou alors, on peut le voir encore une fois comme trois armées qui arrivent comme des coins qui passent pas le Danube et l'autre armée et les puissants corps d'armée d'en bas, il en parle pas, mais bon, j'ai du mal à capter. Hein. On peut voir aussi trois axes de la manière dont il le décrit. Il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions là-dessus. L'ennemi, voilà, avec le père Norbert Backmund, il dit quoi? Il dit l'ennemi ne passe pas le Danube, mais il bifurque vers le nord-ouest. Bon, le nord-ouest, c'est l'Allemagne. L'objectif, c'est la Ruhr. Vous voyez Essen, vous voyez Cologne. La Ruhr, ça doit être aussi Düsseldorf, je crois, si je dis pas de conneries. Bref, c'est là où il y a des hauts fourneaux. C'était un des hauts lieux de l'activité industrielle allemande pour faire de l'acier, pour faire de tout ce qui est ferraille, tout ce qui est machin, bref. L'ennemi ne passe pas le Danube, mais il bifurque vers le nord-ouest. Le deuxième coin d'assaut pousse directement vers l'ouest à travers la Saxe. La Saxe, coupe ton micro, s'il te plaît. Ouais. La Saxe, ça m'a tout déconcentré. La Saxe, c'est par là, c'est en haut. Donc, encore une fois, ok. Donc, ouais, ok, d'accord. Ils seront arrêtés sur le Rhin qui est en bleu, qui est près des Seines de Cologne. Les Russes avancent jour et nuit. Voilà. Donc, les Russes, l'avancée maximum des Russes, d'après Irlmayer, ça sera là. Ça sera le Rhin. Grand maximum. Avec la vallée du Rhin qui va être détruite. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant, c'est après, je vois la Terre comme une boule sur laquelle des colombes blanches s'envolent devant moi en très grand nombre sortant du sable. Ça veut dire quoi, ça? Là, on a l'impression que c'est allégorique. Ou alors, comme il connaît pas les drones, il aurait vu des drones, parce que ça ressemble à des drones. Mais enfin bon, en même temps, si t'as vécu à cheval entre le 19e et le 20e siècle, que t'as jamais vu de drone, mais que t'as vu des colombes, je pense que si tu vois des drones, tu sais que c'est pas des colombes. Je sais pas, c'est énigmatique. Voilà. Écoute, cellulose, puisque je t'ai fait monter, je vais arrêter un petit peu l'interprétation là, et moi j'aimerais avoir ton avis sur ce qui a été dit jusque-là, s'il te plaît, si t'as envie, bien sûr. Ouais, tout à fait. Bah, bonsoir Rayad, bonsoir le chat. Je sais pas si le son est correct, c'est pour ça que j'avais allumé le Super, son. il est super bien le son, change rien. Ok, bon ben nickel. Bon d'abord, je tenais à dire mea culpa parce qu'en fait, je pouvais pas répondre sur quand on a échangé pour ma participation au live et tout ça. Et en fait, on avait évoqué pas mal de sujets différents. Et du coup, vu que je pouvais pas répondre parce que c'était réservé aux membres sur YouTube, donc du coup, je suis passé sur Patreon. Et là, j'ai reçu ton invitation. Et ensuite, voilà, donc en fait, j'ai pas du tout cherché dans le sens Marie-Julie Jahenny et, Aloïs Erlmeyer. Mais par contre, j'ai fait, j'ai fait un plan, un truc qui peut être complémentaire. Donc voilà. C'est du loose, en fait, voilà, je t'explique. Là, en principe, je t'explique et tu vas voir que c'est cool. Là, en Mhm. principe, je fais l'émission seul, mais je me suis dit, tiens, c'est bien de temps en temps d'être accompagné par quelqu'un. Et comme effectivement, c'est des sujets eschatologiques, on n'en avait pas parlé l'autre fois, je me suis dit, j'aimerais bien avoir l'avis de Cellulose, non pas qu'il me fasse un plan, qu'il bosse le sujet, ça c'est mon boulot pour ce Mhm. soir. Non, qui me donne l'avis de Monsieur Tout le Monde, de Monsieur Cellulose, son avis honnête sur ce qu'il entend, qui sont des prophéties qui, moi, je pense, illustrent ce qui arrive et ce qui va arriver, et avoir un avis même contraire. Mais voilà, et là, ces prévisions, enfin, ce qu'on dit depuis, ce que je dis depuis une demi-heure, quel est l'avis du citoyen et non pas du technicien? Euh, Bah oui, en tant que ouais citoyen, euh, Monsieur Tout le Monde, comme tu dis, je dirais que c'est pas si farfelu que ça. Je veux dire, tout le monde parle de l'eschatologie, on en parle de plus en plus. Les chefs d'État ou les gouvernements ou les gens puissants bah, s'entourent justement pas de, oui, de gens qui étudient notamment le sujet et le timing pour ce faire et, euh, et d'en tirer bah, le maximum de profit Non, suivant mais le timing. alors je vais reformuler ma question. Je suis volontairement directif. Je vais Mhm. reformuler ma question. Réponds très simplement. Là, on parle d'Irlmayer. Effectivement, tu as raison, l'eschatologie aujourd'hui est très en vue parce que beaucoup s'aperçoivent que c'est une clé de compréhension, une clé de domination, une clé de savoir, et notamment les chefs d'État qui depuis très longtemps. Là-dessus, on a bon tous les deux. Il n'y a pas de problème. Là, on a un type
qui est limite, alors je sais pas si c'est lire ou écrire, et encore je sais pas, mais enfin c'est un mec hyper simple qui a des visions, il voit des choses qui ne peut pas forcément voir parce que la technologie de l'époque ne le permet pas, mais enfin il voit des choses, il voit une Europe en guerre, il te donne un descriptif de comment ça va se passer, il a des flashs, il voit dans les grandes lignes des trucs, des machins et tout, et on commence à voir aujourd'hui des éléments de ce qu'il raconte, pas tout, on est d'accord. Et c'est Mhm. ça, moi, que j'aimerais que tu me dises, toi, qu'est-ce que t'en pensais de la foutaise? Il s'est fait aveugler, c'est bricolé, sachant que tout ça est vérifié. Je veux dire, c'est pas juste une rumeur d'internet. Erlmeyer est connu en Allemagne, hein, c'est quelqu'un qui a existé. La Bien sûr. source est bonne, quoi. Mhm. Bah, moi, j'aurais tendance à croire à croire ce qu'il dit, tout simplement, parce que le fait qu'il soit simplé, effectivement, ça je savais, je connaissais un petit peu on va dire les capacités cognitives qu'il avait. Il n'en avait pas beaucoup. Et en fait, ce qui lui a été reproché, c'est car dans la Bible, tout ce qui est, enfin dans la Torah, dans l'Ancien Testament, tout ce qui est l'ordre de la voyance, enfin de faire des rituels, de faire exprès, c'est mal vu par Dieu, enfin Dieu le dénonce dans la Torah. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui est simplé et qui a des visions. Donc, c'est pas lui qui décide de transgresser quoi que ce soit. Donc, moi, j'aurais tendance à fortement écouter justement des gens comme ça, dans un premier temps, parce que pour moi, c'est quand même un facteur de crédibilité. Ensuite, comme je t'ai dit, j'ai pas forcément tout étudié sur toutes les prophéties et tout ce qu'a pu dire ce monsieur, mais en tout cas, oui, intriguant et intéressant et oui, C'est voilà. intriguant parce que regarde, le gars, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un embrasement du Proche-Orient et pas, et on dit bien embrasement. Il y a un embrasement. Il voit des grands tombés. Un, en tout cas sûr, peut-être trois, c'est pas sûr. On voit aujourd'hui des grands tombés, donc on se dit c'est pas si exceptionnel que ça de voir un président assassiné, surtout qu'on a eu le premier ministre slovaque qui est aussi un grand, il rentre dans la description, qui a subi une tentative d'assassinat. On voit ici, on voit, donc on se dit aujourd'hui on est dans une époque où ça c'est possible puisque ces assassinats vont ensuite déclencher une guerre entre, on va l'appeler ça l'OTAN d'un côté, la Russie et la Chine de l'autre, parce qu'il voit aussi la Chine attaquer l'Alaska et le Canada et pas aller plus loin. Et donc, tout ceci, ce qu'il dit, ce qu'il voit, il voit une guerre chimique plus qu'atomique, mais avec des dévastations, en tout cas dans toute l'Europe centrale. Ce qu'il dit, on n'a jamais été aussi proche de le voir se réaliser. Et oui, oui, il a des visions. C'est pas lui qui a demandé, c'est un médium. C'est que de là-haut, on lui a envoyé et on a dit, il est suffisamment pur pour que l'information passe bien. Le canal n'est pas trop sale, n'est pas trop obstrué. Et ça, c'est quand même troublant par rapport à ce que nous voyons là. Surtout qu'il met la Chine dedans, alors que dans les années 50, la Chine, c'était rien. Elle comptait pas, elle pesait pas. Elle valait, voilà, la Chine a amorcé son retour sur la scène internationale à partir de 50 avec Mao seulement. Voilà, donc il voit des choses quand même troublantes et des choses actuelles. Et ça, voilà. Moi, j'ai que ça à proposer aux gens qui sont sceptiques. C'est des faits. C'est ce qu'ils voient et c'est ce que nous pouvons ensuite voir à travers l'actualité d'aujourd'hui, même si elle n'est pas intégralement réalisée. Et je finis juste sur un truc. C'est pas le seul. On va voir tout à l'heure Marie-Jules Géani, on va vite en parler, hein, la frauder. La frauder, ça veut dire posséder, je crois, ou un truc comme ça. Qui elle, voilà, voit aussi, mais elle voit les Russes arriver jusqu'en France. Mais toutes ces prophéties se recoupent. Une grande conflagration à la fin. Et il y a aussi un truc qui est troublant. Je m'excuse. Il voit un vieillard maigre qui va devenir notre roi, comme il dit. Pour moi, c'est l'antéchrist. Il voit une Ah, période prospère après, parce que lui, il n'est pas le nouvel ordre mondial, l'antéchrist, tout ça et tout, il n'est pas dedans. Lui, il voit quelqu'un, il a des visions. Donc peut-être que s'il voit l'antéchrist en train de faire de belles choses, il croira que c'est une belle personne. Il voit un vieillard maigre après cette guerre. Et après cette guerre, moi je dis cette guerre-là, elle amène le nouvel ordre mondial et elle amène l'antéchrist. C'est mon interprétation. Mais tout ceci, tu vois, cellulose, et je vais te rendre la parole longuement, il y a une richesse quand même dans ce témoignage, puis il y a une structure qui est comparable à la structure de l'Apocalypse, qui est comparable à beaucoup de structures apocalyptiques de prophètes quasiment, parce que Jean était un prophète. C'est ça qui est troublant. Et c'est ça qu'on vérifie aujourd'hui pas à pas depuis des mois. ouais, mais tout à fait. Après, j'ai un point de désaccord, mais je vais étayer pour en arriver là.
Oui, moi j'ai regardé un petit peu les trois secrets de Fatima, et donc bon, c'est l'apparition mariale qui a duré pendant 2-3 mois, donc à Fatima, au Portugal. Et on parle dans les deux premiers secrets, de la vision de l'enfer dans le premier, et, d'établir la dévotion au cœur immaculé de Marie, donc la conception sans péché. Donc voilà. Ce qui est intéressant là où je veux en venir, c'est le deuxième où on parle de la consécration de la Russie, comment dirais-je, reconvertie. Et ensuite, il y aura quelque chose une espèce de guerre, et je pense qu'on se situe plus dans ces temps-là quand on regarde Erlenmeyer ou Marie-Jules Dijani, malgré que je ne sois pas expert, que j'ai pas bossé dessus. Mais ensuite, à la fin du second secret de Fatima, il est quand même dit que ça sera après une guerre, et là ça concorde avec les prophéties dont tu parlais et les personnes. Et donc ensuite, il y aura une période où l'humanité bénéficiera d'une période de paix. Et donc pour moi, ça rejoindrait la sixième église décrite par Saint Jean, Philadelphie. Philadelphie, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement. C'est pas la septième église, c'est pas les 7 lettres. Les 7 lettres, voilà, envoyées en Asie mineure. Thessaloniciens, lettre à Philadelphie, lettre etc., qui démarre l'Apocalypse de Jean. Voilà. Depuis la mort de Jésus, en fait, ou depuis la mort de Jésus, ça commence par là. Et donc, je vais pas parler de Holzheiser, ça serait trop compliqué, il faut encore que j'étaye, mais c'est pour dire que cette période de paix, etc., elle est avant, et elle est pendant cette église que Jésus ne bafoue absolument pas dans les visions de Saint Jean, contrairement à toutes les autres, sauf une autre, je crois que c'est, je suis pas sûr. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, Philadelphie. L'Odyssée, non? Non, l'Odyssée, c'est la fin. C'est le temps de l'Antéchrist. Jésus autant pour moi. Les tièdes. Jésus vomira les tièdes, et puis l'Antéchrist sera libéré par Dieu, et son Fils viendra. Voilà. Ce sera la Grande Guerre, et on parlera d'Armageddon et tout ça. Moi, je le situe comme ça. Après, c'est une interprétation. Mais tout ça pour dire que Attends, essaye juste pour qu'on comprenne en temps clair, parce que là il y a plein de bruit et tout. Toi tu situes une période de prospérité, ensuite une guerre. Est-ce que tu peux me le redire, mais simplement, c'est comment les périodes là? Tu vois l'ordonnancement comment? On est entre donc la chute de Sardes et Philadelphie. Donc Sardes, c'est selon la prophétie de Saint Malachie, c'est l'église est en tombeau, comme la passion de Cellulose, s'il te plaît. Oui, mais je vais en venir Non, mais donne-moi l'ordre simplement, parce que je comprends plus. Donne-moi l'ordre simplement. Une période de prospérité, l'Antéchrist, la guerre, Jésus, comment ça marche? Donne-moi juste les personnages, comment ils s'agencent, voilà. Alors moi je dirais que on est à l'aube d'un grand nettoyage et de la restauration, et ensuite, après cette restauration, viendra le temps de l'Antéchrist, parce que malgré cette période de prospérité, etc., les hommes seront encore plus pervertis, et ça sera le début de la fin des temps. Enfin, et elle arrivera, donc là, on va rentrer dans une période, on est dans une période trouble, on va rentrer dans une période de restauration. Malheureusement, avec le temps, apparaîtra à un moment donné l'Antéchrist, et viendra ensuite la deuxième venue de Jésus. C'est ça, j'ai bon? Voilà, c'est ça. En gros, ouais, c'est ça. Ouais, alors, comment on va rentrer dans cette période cette période-là qui va arriver? Comment on y vient? Parce que là, on est dans une période de tension. C'est-à-dire que ces tensions, elles vont se dégonfler. Comment ça marche entre aujourd'hui et la période là que tu viens de nommer? Ça m'intéresse. Hein. Ouais. Non, tout à fait. Si on regarde la chute de Sardes et puis tous les gens qui ont parlé de cette époque-là. Dans les temps dont on vivrait, voilà, selon certains, c'est pas une vérité absolue, mais quand on parlait de description
sur des engins, alors que les mecs, ils parlaient de ça il y a 2000 ans ou 1000 ans, et ils comparaient, voilà, des engins de guerre à des sauterelles pour des hélicos ou des trucs comme ça. Et on voit qu'il y a des concordances pour ce temps de la chute de Sardes. Et donc, moi, je pense qu'il y aura effectivement il y aura des bruits de guerre, effectivement, et il ne faudra pas trop s'en mêler, quoi. Voilà. Alors, Et juste une hypothèse par rapport à ce que tu dis, parce que c'est intéressant aussi, c'est une autre version. Ça décale le truc, mais c'est super intéressant. Est-ce qu'on peut, par exemple, envisager Trump, il est élu, il remet Mhm. en place l'Amérique, il remet en place, enfin, il y a de la prospérité dans l'Occident, tout le monde est Trumpiste, super, machin, et ça ramène une sorte d'âge d'or. Et c'est qu'ensuite que viendrait l'antéchrist, tout ça, comme tu le décris. Est-ce que ça pourrait être Trump qui ferait la transition entre la période là que nous vivons, qui est pleine de tensions, on est limite à la guerre, et cette période de renouveau, de nettoyage aussi, de prospérité. Ça pourrait être Trump, par exemple, qui pourrait amener ça, si on te suit. Oui, il y a plein de candidats. Après, cette personne-là, cette personne-là dont on parle, c'est soit le grand monarque, soit le Mahdi pour les musulmans. Henri Il y a V, le grand monarque qu'on appelle aussi Henri V, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, bah, il y a plusieurs candidats. Après, oui, ça peut être n'importe qui, mais ce Ouais. serait Non, non, quelqu'un. c'est son titre, c'est-à-dire qu'il se fera nommer roi, ça sera le roi Henri V. Après, il a le titre de grand monarque, mais c'est ce que j'ai lu, en tout cas, à droite à Ouais, gauche. ouais, ouais, ok, ok, ok. Et donc, ce personnage-là serait quelqu'un de bienveillant, mais qui serait, ben oui, juste avant l'arrivée de l'Antéchrist. Mais faut pas avoir peur de l'Antéchrist, Il y a, malgré que il y son esprit est a- déjà, malgré que son, L'Antéchrist, on va en parler avec l'Apocalypse, on va pas trop défricher. Et juste deux choses. L'Antéchrist ou Antichrist, les gars, même l'Apocalypse et les textes se disent il y a plein de personnages qui seront des Antéchrists avant le Christ. Mais oui, Antichrist ou Antéchrist, c'est pareil là, parce que Anté c'est avant, Anti c'est contre, mais de toute façon ils sont tous contre le Christ parce qu'ils font œuvre du démon. Donc voilà, et le dernier c'est le plus redoutable, c'est lui le grand Antéchrist, c'est lui ultime. dont on parle. Voilà, mais Napoléon, Hitler, Othon III, il me semble, même Vlad Dracul, je crois qu'on l'a appelé comme ça, Staline a été appelé l'antéchrist, c'est des Mm. antéchrists qui parsemeront le truc. Donc voilà, antichrist, après c'est une déformation. Non, juste une chose, si le grand monarque, qui est amené par l'Église catholique notamment, se fait baptiser comme Henri V, c'est rigolo parce que Henri IV, rappelez-vous, c'est un protestant qui s'est converti au catholicisme pour pouvoir réunir les deux parties de la France et mettre fin aux guerres de religion qui pendant un siècle ont dévasté le pays. Et là, on aurait quelqu'un qui paraît réconcilierait les gens. Enfin, on a un symbole. Et on a un symbole qui me fait penser à une histoire quand même écrite, voulue. On a voulu placer ce symbole de réunification. Sinon, pourquoi l'appeler Henri V alors que normalement un grand monarque, s'il est français, il se fait appeler Louis, Mm. comme Saint Louis. Enfin bref, c'est comme ça. C'est dans la discussion que je jette ça. Mais il y a Louis, faut qu'il y ait un candidat aussi, Louis XX, là, qui est en Espagne, je crois qu'il vit en Espagne. Ouais, enfin là c'est encore. Alors les Oui. Louis, c'est les Bourbons, c'est la branche. Alors la branche dite légitime, elle est en Espagne. Il y a une autre branche qui est française qui se dit elle aussi légitime. Bon, moi je suis pas trop rentré dans les histoires de royalisme. Mais enfin voilà, c'est deux branches qui se battent pour des successions. Il y a Louis XX qui s'appelle Eudes, je crois, comte d'Orléans ou un truc comme ça, qui lui ben, est le prétendant légitime en tout cas en France à réclamer la couronne si jamais un jour on revient en royauté. Oui, voilà. Mais là, on parle. Là, j'ai l'impression, parce que ensuite, cette notion, j'ai l'impression qu'elle a été politisée et que justement les partisans de Louis XX ont dit c'est lui. Non, si c'était lui, il se ferait appeler Louis XX. Or là, c'est Henri V. Ça veut dire que c'est un autre. Et c'est pas un vieillard en plus. Le gars, c'est un jeune. Enfin, c'est un jeune. Maintenant, il doit avoir la quarantaine, le Eudes dont je parle et tout. Et donc, encore une fois, moi, je pense pas que ce soit cette personne-là qui est vue. Surtout qu'en plus, on parle de monarque, de dirigeant. C'est pas forcément, il aura pas forcément le titre de roi. Enfin, je sais pas. Après, moi, j'interprète. Hein. Mm. Non, 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 mais oui, la- vas-y. le- non, non, mais si ton scénario, à savoir que là, on va plutôt rentrer dans une ère de prospérité, ce qui fait flipper, parce que pour moi, ça veut dire un nouvel ordre mondial qui s'installe. Et moi, je pense pas qu'il puisse s'installer comme ça. Je pense qu'il faut... écoute, moi, je regarde toujours l'histoire en premier. Je dis bien en premier pour pouvoir évaluer et me projeter. Si je veux me projeter dans les années à venir, dans le court terme, je regarde l'histoire d'époques comparables. Je regarde, par exemple, les années 30 avec les crises.
avec un capitalisme débridé, avec un peu le même contexte qu'aujourd'hui, avec des montées de xénophobie, du nationalisme, du protectionnisme. Ça ressemble, c'est très très ressemblant. Je dis pas que c'est identique. Et je regarde aussi à chaque fois que s'est installé un nouvel ordre mondial au monde, à chaque fois il y a eu une guerre. Quelquefois une crise économique, puis une guerre, mais à chaque fois, ça a été une guerre. Mais souvent, la crise économique amenait la guerre, de toute manière. Parce que même à l'époque, je veux dire, même avec Vespali, la guerre, elle était économique. Donc là, j'ai du mal, c'est mon point de vue, hein, j'ai du mal à voir comment va se faire la transition entre cette période d'hypertension et d'un coup, il y a quelqu'un qui va réconcilier tout le monde sans qu'il y ait quand même un exutoire comme une guerre. C'est pour ça que moi, j'ai plus tendance à suivre Erlmeyer. C'est pas ce que je me suis mal exprimé, mais non, non, on est dans un moment de destruction et ça viendra après. On n'est pas du tout dans cette ère de prospérité. Rien ne l'annonce. Le seul truc qu'on peut voir cycliquement parlant, c'est que après une guerre, il y a toujours une période prospère. Est-ce qu'il aura fallu la troisième guerre mondiale avec bon, on a parlé d'aspects chimiques, Erlenmeyer, tout ça. Pour moi, revenir je sais pas si c'est une interprétation de ce qu'il a vu ou entendu. Enfin bref, c'est suivant sa perception médiumnique, donc c'est très difficile. Mais peut-être que c'est simplement du nucléaire, qui sait. Non, Enfin, non, 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 parce que le nucléaire, il aurait décrit un champignon. C'est une vision, c'est la vue. Il a des flashs comme d'autres, voilà. T'as des gens, ils ont des flashs comme ça. Je sais ce que c'est. oui, Je d'accord. connais des gens. Voilà, ils voient des bouts de futur. Ils voient pas le futur dans son intégralité. Donc c'est pour ça que les interprétations sont compliquées. Mais là, il ne fait son témoignage, il ne fait que dire ce qu'il voit, comme si toi on te met un écran, tu dis juste ce que tu vois sur l'écran. C'est-à-dire, t'as pas besoin de dire si la personne elle est ceci. Tu regardes sur l'écran. Enfin, tout ce qui est visible à l'œil, tu le dis, pas plus. Tu n'interprètes pas. Voilà, ça c'est un très bon exercice. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et je poursuis juste un petit peu. Il évoque du chimique. Il évoque pas le nucléaire à aucun moment. Et le chimique a la capacité à dévaster la vallée du Rhin. Il décrit des choses qui se sont mis à exister dans les années 50, mais surtout 60, 70, qu'on a évoqué. Et je finis là-dessus. Moi, je sais juste un truc, c'est que l'OTAN ne veut pas d'utilisation du nucléaire, même dans une guerre tactique, parce qu'ils savent que ça se joue en Europe et que l'Europe c'est petit. Donc tu utilises des bombes atomiques, ça va finalement, ça te revient sur la gueule. Les gaz de combat, c'est quelque chose qu'ils aiment pas non plus parce que c'est dur à contrôler. Il reste le chimique qu'on peut localiser, même si ça dévaste des territoires. Et moi, face à une attaque massive de la Russie avec des millions d'hommes, comme c'était prévu, il y a des plans aussi qui montrent ce type de truc. C'est marrant parce que dans les années 80, on va nous révéler les plans de Ogarkov, le maréchal qui dirigeait toute l'armée russe et qui va développer une doctrine combinée de guerre conventionnelle massive, soudaine, brutale, à l'aube ou en pleine nuit, avec des colonnes de blindés qui partent avec 3 vagues et des millions d'hommes. Et cette attaque conventionnelle, elle est parachevée avec du nucléaire tactique qui permet de lever des bouchons, d'aller vite. Et c'est marrant parce que les plans russes de cette époque, connus seulement que dans les années 80, c'était d'aller très très vite, d'abord à la Ruhr, et ensuite, en 2 semaines, arriver au Finistère et faire en sorte que les Américains n'aient pas le temps de débarquer. Et le plan, c'était, on envahit l'Europe, on tient l'Europe, on braque nos missiles stratégiques sur les USA en leur disant, voilà les gars, on n'est pas rentré chez vous, vous nous laissez faire, on le tient en otage, sinon on fait tout péter, on vous tire dessus avec nos missiles nucléaires. C'est complètement timbré, mais vous allez voir, hein, bon, il y avait une doctrine précédente qui s'appelait la doctrine Sokolov des années 60, où c'était encore plus terrible, puisque le gars, il préconisait de tout balancer d'un coup, sans prévenir, et d'espérer que le peu qui reste soit russe. Voilà, on a ça. Mais Erlmeyer, à l'époque, on n'avait pas notion de ces plans, on n'avait pas notion de tout ça. Et lui, il est en train de te décrire typiquement ce que les Russes voulaient faire à la fin des années 70, parce qu'ils en avaient les moyens, ils avaient la masse. C'est ce qu'il est en train de décrire. Ça aussi, c'est troublant. Et il décrit encore une fois au premier degré, sauf le passage colombe, que j'ai du mal à comprendre, parce que là, on voit plutôt l'allégorie des colombes de la paix qui quittent la Terre, puisque cette Terre va être damnée pendant l'espace de 3 jours. 3 semaines, 3 mois, là aussi, c'est important, excuse-moi, ça me vient à l'esprit. Il dit pas 3 ans, il dit pas 33 ans. Il voit 3 chiffres, il voit 3-9. Le 9, le dernier indique la paix. 3-9, vous l'inversez, c'est 6-6-6. 9-9-9, c'est le chiffre du Christ. En tout cas, ça y ressemble. Je le dis comme ça, vous me corrigerez. Et il dit, ça va durer 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Donc, on parle d'une guerre courte. C'est ce qui est prévu. Donc, tout ce que dit ce type qui, à l'époque, il pouvait pas en avoir conscience parce que c'était même pas élaboré.
Le mec, il meurt en 59. Les premières doctrines soviétiques, qui ne disent pas tout ça. Elles arrivent dans les années 60. Doctrine Sokolov, c'est en 62. Et Ogarkov, c'est 84. Encore une fois, c'est vérifiable. Et donc, voilà pourquoi moi, ce type m'intrigue. C'est que ce type voit des choses, les voit pas complètement. Il voit des trucs. Bon, on faut regarder sur la carte, effectivement. Voilà. Mais ça correspond à ce qui est dit aussi dans d'autres prédictions, à savoir que les Russes seront arrêtés. Maintenant, effectivement, il y a une erreur qu'on a commise. C'est que j'ai mélangé différentes prophéties. J'avoue. Ouais, ça peut arriver. Et